de vous présenter à ceux qui ne le connaîtraient pas, de vous donner la possibilité de l'entendre, le professeur Alejandro Rojas Urrego, qui est professeur de psychiatrie, psychanalyste de l'IPA à Bogota, en Colombie, et bientôt ailleurs, puisque de temps en temps on arrive à partir, et qui nous fait l'amitié, le bonheur de venir nous entretenir, souvent de littérature sud-américaine, bien sûr. Il est déjà venu à Babel évoquer Julio Cortázar, un sud-américain très parisien. Il nous a évoqué aussi Borges et tout un tas de choses qui vont me revenir. Mais aujourd'hui, il a décidé de s'attaquer au monstre, au continent Shakespeare, et ni plus ni moins qu'à Roméo et Juliette, à notre invitation de venir parler de figures littéraires de l'adolescence. Il est l'auteur de bon nombre d'articles que vous pourrez retrouver sur Google, en particulier des textes fameux sur Gabriel García Márquez, ça y est, ça me revient, avec Medeiros, cette figure de l'adolescence dans 100 ans de solitude, de Julio Cortázar, les nouvelles de Julio Cortázar. Et il sera discuté par Anne-Marie Smith, de langue anglaise native de Manchester, et qui est une passionnée, entre autres, de Virginia Woolf, qui a déjà eu l'occasion d'évoquer les vagues woolfiennes, la mélodie woolfienne, et qui évidemment est au plus près de la langue anglaise et qui va donc le discuter. Alejandro. Merci Maurice. Bonjour. Je veux tout d'abord donc remercier Maurice Corcos et Philippe Guton de leur invitation, très particulièrement Anne-Marie Smith d'avoir accepté de discuter mon texte, et vous toutes et vous tous de votre présence aujourd'hui. Est-ce qu'on peut enlever la lumière? La lumière, c'est possible? Oh. Elle ne marche pas bien? Peut-être plus proche. Bon, voici donc les vers de Roméo et Juliette, d'où je tire le titre de mon intervention. Je vous laisse le soin de les lire. La convention du théâtre, c'est que le cœur ne s'exprime et ne se fait comprendre que par les gestes dans le corps ou par la voix, qui est autant de l'âme que du corps. La loi de cet art veut que tout soit grossi et se traduise en chair. S'il fallait sur la scène aimer comme l'on aime, user de cette irremplaçable voix du cœur, regarder comme on contemple, notre langage resterait chiffré. Les silences ici doivent se faire entendre, l'amour hausse le ton et l'immobilité même devient spectaculaire, le corps est roi. Voyez Shakespeare, dans ce théâtre du premier mouvement, ce sont les fureurs du corps qui mènent la danse. Elles expliquent tout, sans elles, tout s'écroulerait. Par un miracle absurde, c'est le corps qui apporte encore la connaissance. Du personnage absurde, l'acteur a par suite la monotonie, cette silhouette unique, entêtante, à la fois étrange et familière qu'il promène à travers tous ses héros. Là encore, la grande œuvre théâtrale sert cette unité de ton. C'est là que l'acteur se contredit, le même et pourtant si divers, tant d'âmes résumées par un seul corps. Mais c'est la contradiction absurde elle-même, cet individu qui veut tout atteindre et tout vivre, cette vaine tentative, cet entêtement sans portée. Ce qui se contredit toujours s'unit pourtant en lui. Il est à cet endroit où le corps et l'esprit se rejoignent et se serrent, où le second, lassé de ses échecs, se retourne vers son plus fidèle allié.
Dans le mythe de Sisyphe, le chapitre dont sont tirées ces quelques lignes traite du périssable, de l'éphémère et de l'apparence dans l'art de l'acteur de théâtre. Nous retiendrons pour notre propos d'une part la place centrale qui est donnée au corps en tant qu'origine et instrument de connaissance. D'autre part, je soulignerai l'intérêt qu'il y a dans l'image d'un lieu ou d'une fonction, incarnée ou habitée ici par l'acteur, dans lesquels, dépassant toutes leurs contradictions, le corps et l'esprit se retrouvent, se rejoignent et se serrent. Là où l'esprit, lassé de ses échecs, se retourne vers un corps qui serait son plus fidèle allié. Un corps qui pourrait accéder et réussir là où l'esprit a fait naufrage. Ce corps dont les fureurs peuvent certes souvent mener la danse, expliquer, voire parfois communiquer à qui veut ou peut voir et entendre. Ce corps dont les fureurs peuvent aussi tout ravager à leur passage. Et il devient alors si essentiel d'entendre le silence, de lire le récit qu'il y a dans l'immobilité et les gestes, d'écouter la musique d'une voix, car c'est elle et non les mots qui portent parfois l'histoire de l'âme et du corps. Comme si le message avait trouvé son seul refuge dans le contenant et non, ou bien moins, dans le contenu. Les adolescents nous apprennent souvent de telles vérités, eux dont l'illusion est de vouloir tout atteindre et tout vivre, mais dont les tentatives sont parfois vaines et l'entêtement sans portée. Composé très probablement entre 1594 et 1596, Roméo et Juliette a pu subir assurément révision et réécriture sur plusieurs années avant la publication d'une première version en 1597. Certes, la pièce ne fait pas partie de The Big Four, ces quatre immenses cathédrales que sont Hamlet, Othello, Lear et Macbeth. Et pourtant, il est difficile de contester son caractère de chef-d'œuvre à celle que l'on considère à juste titre la première tragédie authentique de Shakespeare. Tragédie en tant que forme littéraire et donc en tant que tragédie du sort. Comme son titre l'indique, il s'agit d'un texte qui se place de par son écriture et de par le dénouement tragique que trouvera le récit de la naissance d'un amour sous le signe de l'unité des contraires. The most excellent and lamentable tragedy of Romeo and Juliet. La très excellente et très pitoyable tragédie de Roméo et Juliette. Très excellente et très pitoyable. L'ambivalence présente dans le titre se retrouve dans la façon dont l'œuvre est souvent appréhendée, mais les raisons profondes pour lesquelles Roméo et Juliette est à la fois la pièce de Shakespeare la plus appréciée par le grand public et celle dont la valeur tend à être fréquemment sous-estimée par les critiques sont difficiles à préciser. Le lyrisme excessif d'une œuvre de jeunesse et d'une certaine façon préparatoire de celles qui seront les plus grandes tragédies y est peut-être pour quelque chose. Mais il est aussi fort probable, d'une part, que la pièce soit victime de sa popularité et d'autre part que la fin tragique du couple amoureux, annoncée dès le départ, soit pour beaucoup dans le problème que maintes études qui lui sont consacrées considèrent son thème central et auquel la tragédie entière est souvent réduite, à savoir si les jeunes amants que détestent les étoiles sont ou non responsables de leur propre catastrophe et de quelle façon et dans quelle mesure. Le malheur frappe le juste devant le silence de Dieu qui ne vient pas au secours de l'innocence et de la vertu. Une malédiction qui pèse sur les victimes innocentes d'une conjuration entre hasard des astres et sottise des hommes, entre destin et rancœurs anciennes transmises de génération en génération. Ainsi, dans le prologue, évoquant les querelles qui déchirent les deux maisons rivales des Montaigu et des Capulet, une guerre dont tous semblent d'ailleurs ignorer les causes, le chœur résume la façon dont la trame surgit, se développe et parvient à son dénouement. Des funestes entrailles de ces deux ennemis sont nés deux amoureux maudits par les étoiles, dans la ruine malencontreuse et pitoyable, enterrent avec leur mort le conflit des parents. La dimension sacrificielle de l'infortune des deux amoureux adolescents semble être ici bien présente, offrant ainsi une ligne d'analyse possible. Et pourtant, ce beau conte d'amour et de mort qu'est aussi Roméo et Juliette
peut être interprété de très diverses manières en fonction du vertex où l'on se place. Et nous savons que l'une des propriétés, sans doute la plus forte du chef-d'œuvre, est d'engendrer une infinité d'interprétations. Regardons tout d'abord du côté de Roméo. « Oh, je me suis perdu moi-même, je ne suis plus ici, ceci n'est pas Roméo, il est quelque autre part. » Éconduit par Rosaline et privé de ses faveurs, Roméo abandonné s'abandonne et se perd. Mort-vivant qui n'est plus lui-même et devient en passant tout d'abord par son nom un ceci qu'il n'est pas, qu'il n'est plus, pour glisser ensuite imperceptiblement du je au il. Oh, je me suis perdu moi-même, je ne suis plus ici, ceci n'est pas Roméo, il est quelque autre part. À son cousin Benvolio, qui lui demande d'oublier de penser à elle, il répondra « Apprends-moi comment on oublie de penser ». Pour le congédier quelques lignes plus loin, « Adieu, tu ne peux pas m'apprendre à oublier ». Oublier de penser à elle devient oublier de penser, puis tout juste oublier. La déliaison est à l'œuvre et nous en sommes les témoins. Une personne et un univers plein de promesses se rétrécissent soudain jusqu'à disparaître. Sans complément d'objet, pas de sujet, plus de verbe. Sans objet, pas de sujet, plus de pulsion, adieu. Qu'est-ce que cet amour si doux d'aspect et à l'épreuve si tyrannique et si cruel? Cet amour dont la privation devient risque de se perdre pour toujours, dont l'absence plonge le sujet amoureux dans la détresse la plus absolue, et dont le refus fait que Roméo vive mort et s'abandonne lui-même. Un amour que l'autre posséderait tout entier et dont le silence ou la distorsion renvoie le sujet à l'Hilflosigkeit du départ, à cette impuissance et cette dépendance absolue où l'objet est nanti d'une puissance sur soi plus que d'un pouvoir, une puissance qui, dans les mots d'André Green, est toujours plus ou moins divine ou diabolique, en tout cas surhumaine. Une passion sans remède. Un amour donneur d'être et donateur de mort. L'amour qui donne à vivre fait aussi mourir, littéralement, et pas seulement dans les contes. Lui dont l'élan appelle la vie et la création, appelle aussi la destruction et la mort. Oxymoron, étymologiquement malin, stupide, unité des contraires. L'oxymore, en tant que figure de style qui met en relation et en contradiction deux termes opposés, nous renvoie ici à l'inconcevable, la douleur d'aimer. Une folie pleine de discernement, une amertume suffocante et un baume salvateur. Ô ce quelque chose créé d'un rien, ô lourde légèreté, sérieuse vanité, difforme chaos de formes harmonieuses, plume de plomb, brillante fumée, feu froid, santé malade, sommeil qui toujours veille et n'est point ce qu'il est, c'est là l'amour que j'éprouve sans y trouver d'amour. Roméo, qui ne cesse d'abuser de l'oxymore et se situe donc tout près d'un monde fait de paradoxes, correspond bien à ce code mélancolique de l'amoureux dont Pétrarque avait fait son motif littéraire en exprimant la voluptas dolendi, cet exquis plaisir du déplaisir inhérent à la maladie d'amour. Cet innamorato que Burton posera en frontispice de son anatomie de la mélancolie en 1621. En fait, Roméo est aussi le mélancolique comme l'étudiait l'époque élisabéthaine, le triste qui, avant de s'enflammer pour Juliette, croyait aimer une Rosaline qui n'était pourtant qu'un mirage et pour lui l'alibi d'un refus du monde. Le mirage s'étant évanoui, Roméo se retrouve face à un monde dont il attend tout et dont il craint tout. Ainsi, il ira chez ses ennemis, les Capulettes, là où il rencontrera ou retrouvera, qui sait, Juliette, avec le pressentiment d'un malheur.
Ce vent dont vous parlez nous emporte loin de nous-mêmes. Le souper est fini et nous arriverons trop tard. Trop tôt, je le crains, car mon esprit pressent qu'un avenir encore suspendu dans les étoiles commence amèrement son cours funeste avec les réjouissances de ce soir et marquera le terme d'une vie méprisée, enclose dans ma poitrine par l'affreuse échéance d'une mort prématurée. Son cœur abrite une vie méprisée. Par qui et quand et comment? Certes, aujourd'hui, c'est lui-même qui semble dédaigner sa propre vie, mais était-ce ainsi à l'origine? La répétition dans le mépris qu'il s'adresse inlassablement à lui-même et qu'il met en scène une et mille fois serait-elle peut-être une forme de mémoire, une forme de ne pas oublier de penser, de ne pas oublier de penser à elle, une tentative de relier, une manière de raconter sans répit l'histoire d'une rencontre qui n'a pas eu lieu. Est-ce la recherche adolescente d'un objet d'amour dont la vie entière serait attendue, un objet capable de tout combler et dont la perte viderait encore la vie de son sens, la vie de sa vie? Pourrions-nous la concevoir peut-être comme une vaine tentative de réécrire son histoire depuis le début? Roméo chercherait ainsi intarissablement un objet capable de contrer cette affreuse échéance d'une mort prématurée où il ne cesse de mourir, cette mise en scène d'une mort psychique qui se répète sans cesse, cette agonie sans fin. Il lui aura alors fallu réécrire un autre avenir dans les étoiles. Un objet arrivera du dehors et alors, et il attend désormais. Il y croit dur comme fer, il croit sans y croire. L'adolescent est un croyant doublé d'un nihiliste, écrit Julia Kristeva. Et nous sommes tous des adolescents comme nous sommes amoureux. Le pressentiment d'un malheur habite donc Roméo en allant chez les Capulets le soir où il rencontrera Juliette. Étant lourd de tristesse, il portera la lumière légère et dans la même scène, Mercutio, ami de Roméo et parent du prince, tiendra avec lui une discussion mémorable sur l'amour. Ce personnage, Mercutio, paraît se poser en tant qu'antithèse de Roméo, se moquant des illusions romanesques et des sorts tragiques, mettant en ridicule la rhétorique maniérisque et les rimes de Pétrarque, et donc Roméo lui-même. Comme ce dernier, Mercutio est aussi mélancolique, mais lucide, et il y aurait lieu de penser qu'il représente quelque peu Shakespeare au cœur de sa création. Il fait en tout cas preuve autant d'esprit, de vivacité et de valeur que d'obscénité et d'un caractère sans cœur et belliqueux. Il est en fait le porteur de la dimension sexuelle virile à l'état brut, avec toutes les fureurs et les violences du corps qui paraissent absentes du tendre Roméo. À moins qu'il ne s'agisse, mais je me limiterai à évoquer aujourd'hui une telle piste, d'une de ces situations où deux personnages représentent deux parts disjointes d'une seule individualité psychique. Suivant une remarque de Ludwig Jekyll, Freud nous a bien montré qu'une des clés de Shakespeare se trouve dans la façon dont il scinde un caractère en deux. Chacun d'eux, considéré séparément, n'est pas entièrement compréhensible et ne le devient qu'au moment où les deux sont réunis pour former une unité. Si l'amour est dur avec vous, soyez dur avec l'amour. Griffez l'amour qui vous griffe et laissez-le en plan. Si l'amour est aveugle, l'amour manque sa cible. À présent, il va s'asseoir sous un néflier et souhaiter que sa maîtresse soit cette sorte de fruit que les vierges appellent des nèfles quand elles rient entre elles. Oh, Roméo, connaît-elle une nèfle bien ouverte et toi, la queue d'une poire. Lors de la discussion que j'évoquais plus haut, Mercutio improvise son extraordinaire rhapsodie autour de la reine Mab, cette reine des fées dont la visite au dormeur permettrait l'accouchement des songes, en particulier les rêves érotiques. Et son évocation répond à l'annonce de Roméo selon laquelle, au milieu de son sombre pressentiment,
il aurait fait un rêve. Notre intention est bonne en allant à ce bal masqué, mais ça n'a guère de sens d'y aller. Peut-on demander pourquoi? J'ai fait un rêve cette nuit. Et moi aussi. Ah, quel était le vôtre? Que les rêveurs mentent souvent. Endormis dans leur lit, ils rêvent parfois des choses vraies. La longue évocation par Mercutio de la reine Mab ne nous permettra pas de connaître quel était le rêve fait par Roméo la veille de sa rencontre avec Juliette. Nous savons seulement que son humeur était sombre et qu'il vivait alors dans le pressentiment d'un malheur. Peut-être allait-il nous dire qu'il avait rêvé ce qui de fait allait avoir lieu le soir et le lendemain, déjà à demi dessiné dans son désir inconscient. Après Bion, nous savons ce qu'il arrive des rêves qui ne peuvent pas être rêvés. Nous pourrions nous demander à présent, tout particulièrement avec les adolescents, ce qu'il advient des rêves qui ne parviennent pas à être racontés. La rencontre de Roméo et Juliette est un éblouissement, et les premiers mots échangés entre eux sont ceux d'une mystique et une dévotion amoureuse. Dans ce sonnet du doux péché que rien n'isole du texte, mais que l'entrelacement de ses rimes situe à part, Shakespeare fait alterner les voix des amants, premier partage d'intimité. Les amants pèlerins, en marche l'un vers l'autre, rapprochent leurs mains en un pieux baiser qui imite les lèvres, faites pourtant pour la prière. Dans La Passion de l'amour, écrit Wilfred Bion, quelque chose paraît unir deux êtres humains différents. Ainsi, ceux qui sont disposés à larguer les amarres sur les flots tempétueux de l'amour prennent le risque d'affronter l'expérience douloureuse et effrayante du naufrage. Jusqu'ici la citation de Bion. Au-delà de la prédiction du risque, sinon du malheur qu'il y aurait dans l'amour en tant que passion, Bion dit bien quelque chose paraît unir deux êtres humains différents, et non pas quelque chose unit deux êtres humains qui paraissent différents. L'amour peut être passionnel dans les deux cas, mais les flots tempétueux, les risques et les expériences douloureuses et effrayantes diffèrent. Dans les deux cas, l'amour est une passion et la passion d'aimer est celle du pâtir, du subir. Dans les deux cas, il y a une dimension narcissique du couple, une composante spéculaire de l'idéalisation amoureuse, mais il peut s'agir là de ce type de mots passe-partout qui finissent par perdre de leur sens à force d'être utilisés comme ayant valeur d'explication. Or, il y a dans l'univers des relations et des nécessités narcissiques et spéculaires des adolescents des disparités de quantité et de qualité qu'il convient de ne pas exclure de nos réflexions et de nos analyses, que celles-ci soient littéraires ou cliniques. Les commentaires consacrés à Roméo et Juliette tendent souvent à souligner les ressemblances entre les deux adolescents amoureux et très peu leurs différences. Et pourtant, si les premières sont bien entendu nombreuses, les secondes ne le sont pas moins. L'accent tend à être mis plus sur la dimension de fusion que sur celle de la différenciation, deux termes essentiels d'une même contradiction irrésolue dans leur amour. Portons donc à présent notre regard sur Juliette et les dissemblances. Dès le départ, Juliette nous est présentée comme le contraire de ces figures désincarnées des poétiques pétrarchistes. Elle est bien dotée d'un corps sexuel et porteur de potentialités nouvelles. Le passé même de l'enfant dont la nourrice nous fait part évoque une telle dimension. Le jour où elle fut sevrée, en effet juste avant ses 3 ans, fallait la voir furieuse s'en prendre au téton. C'était le lendemain du jour où elle s'était cogné le front. Et alors mon mari, Dieu et son âme, c'était un homme gai, prit l'enfant. Oui, dit-il, tu tombes sur la figure, tu tomberas sur le dos quand tu auras plus d'esprit. N'est-ce pas, Julie? Et par Notre-Dame, la mignonne créature cessa de pleurer et dit oui. Et voyez maintenant comme la plaisanterie vient à point.
Ah, je vous jure, si je devais vivre 1000 ans, jamais je ne l'oublierai. N'est-ce pas, Julie, dit-il. Et la mignonnette, elle s'arrêta et dit oui. La plaisanterie viendrait à point, car ce jour, 2 semaines avant les 14 ans de Juliette, sa mère vient lui dire de penser à présent au mariage. Le vaillant Paris la recherche pour femme. Il s'agit du même soir de la fête où elle fera la rencontre de Roméo. Éprise au milieu de l'éblouissement que nous avons évoqué plus haut, elle craint seulement, juste avant d'apprendre qu'il est Montaigu, que Roméo ne soit marié et qu'elle ne doive alors mourir. Mais lorsqu'elle l'apprend, quand la nourrice l'informe qu'il s'agit du fils unique de son grand ennemi, elle posera alors l'amour et la haine en tant qu'affect indissociable. Au milieu de cette fête carnavalesque, de ces rituels qui mettent le monde à l'envers, la soirée est aussi pour Juliette l'occasion de découvrir l'envers de l'expérience du bonheur, la monstruosité dissimulée dans un instant de pure beauté. Mon seul amour naît de ma seule haine, inconnue vue trop tôt et reconnue trop tard, monstrueuse est pour moi la naissance de l'amour, que je doive aimer un ennemi abhorré. La haine, en tant que relation à l'objet, est plus ancienne que l'amour, écrit Freud. Trop tôt et trop tard, 2 termes qui devraient s'exclure, désignent ici le temps et la dimension de la tragédie. Notons au passage qu'il ne s'agit plus, comme chez Roméo, des éléments contradictoires et antagoniques, vie et mort, amour et haine, liés seulement par la possibilité du refus de la part de l'objet. Ici, au contraire, élan amoureux et haine, idéalisation amoureuse et détestation semblent être consubstantielles, tout le problème étant de rendre leur intrication possible. Notons de même que c'est une femme, Juliette, qui en a l'inconscience la plus immédiate, la lucidité la plus somnambulique. Le trop tôt et le trop tard, l'amour et la haine, la vie et la mort sont donc indissociables. Et c'est la femme, fût-elle adolescente, qui en a l'intuition et le savoir. Mais au risque d'une sensibilité littéraire quelque peu maniériste, Shakespeare oppose la complexité des affects, des situations et des personnages dont il examinera sans répit l'envers et l'endroit. Ainsi, la pièce demeure exclusivement shakespearienne par la présence immanente de la mort dans l'amour. Shakespeare, plus que tout autre auteur, écrit Harold Bloom, a instruit l'Occident dans les catastrophes de la sexualité et a inventé la formule selon laquelle le sexuel devient érotisme lorsqu'il est traversé par l'ombre de la mort. Alors qu'elle attend Roméo pour leur nuit de noces, Juliette évoque son désir et la réalisation et la satisfaction si attendue, sans pudeur, sans retenue, sans affectation. Et c'est la matrone aux vêtements discrets, tout en noir, la nuit austère, qui devrait l'initier à cette cérémonie du plaisir ultime, avant et après lequel le monde éclate en morceaux, quand il faut le nommer de nouveau, doigt par doigt, lèvre par lèvre, ombre par ombre. C'est la femme, amoureuse nuit au front noir, annonçant dès à présent l'issue fatale, qui doit l'initier à cette jouissance où les limites se perdent, où la vie et la mort se rejoignent et se serrent. Galopez prestement, coursier au pied de feu, vers la demeure de Phébus, un cocher comme Phaéton vous fouetterait vers l'ouest et amènerait la nuit nuageuse immédiatement. Étant ton épais rideau, nuit où l'on fait l'amour, que les yeux du soleil fugitif se ferment et que Roméo s'élance dans mes bras sans être vu ni entendu. Pour accomplir leurs rites amoureux, les amants peuvent voir, à la lueur de leur propre beauté, ou, si l'amour est aveugle, ils s'accordent d'autant mieux à la nuit. Viens, nuit austère, matrone aux vêtements discrets, tout en noir, et apprends-moi à perdre une partie gagnante, où se jouent 2 virginités sans tache.
Ouvre mon sang indompté qui bat dans mes joues de ton menton noir jusqu'à ce que le timide amour s'enhardisse et ne voit que chasteté dans l'acte d'amour sincère. Viens, nuit, viens. Roméo, viens mon jour dans la nuit, car tu reposeras sous les ailes de la nuit, plus blanc que la neige nouvelle sur le dos d'un corbeau. Viens, douce nuit, viens, amoureuse nuit au front noir, donne-moi mon Roméo et quand je mourrai, prends-le et découpe-le en petites étoiles. Et il rendra le visage du ciel si beau que le monde entier sera amoureux de la nuit et cessera d'adorer l'éblouissant soleil. Oh, j'ai acheté la maison d'un amour, mais je ne l'ai pas possédée. Je suis vendu, mais l'acquéreur n'a pas encore joui de moi. Ennuyeux est ce jour comme l'est la nuit qui précède une fête pour l'enfant impatiente qui a une robe neuve et ne peut pas encore la porter. Tout cela est exprimé, certes, avec des images précieuses, mais quelle urgence marque son attente du moment où elle perdra enfin une partie gagnante. L'enfance et la puberté sont encore trop proches, mais elle laisse place désormais au sang indompté, à l'amour qui s'enhardit, à la maison non encore possédée, à l'acquéreur qui n'a pas encore joui de celle qui lui aurait été vendue, et enfin à sa mort à elle, si espérée dont la force immense suffirait à le découper lui en petites étoiles. À différence de Julia Kristeva, qui voit dans ce passage l'évocation, je la cite, d'un festin de haine, voire une version pudique de l'empire des sens japonais, je soulignerai quant à moi la métamorphose annoncée et si attendue que leur petite mort, que leur premier orgasme apportera au travail de mise en continuité psychique qu'impose cette nouvelle donne, cette réalisation si espérée, cette expérience de crise et ce vécu de rupture. Ce temps de la jouissance qui devient temps de disparition de l'autre comme objet et simultanément temps de rencontre très intense, très puissante et très vivace de l'autre en soi. J'y vois, en d'autres mots, une évocation poétique forte et convaincante de la potentialité orgasmique que René Roussillon situe au cœur même de la révolution propre à l'adolescence et dont la réalisation bouleverse pour toujours la définition, le vécu et le sens du plaisir. Nous retiendrons, dans cette même orientation, la dimension de violence qui est en jeu lorsque les fureurs du corps mènent la danse, avec la fragmentation du corps qui en est la conséquence, et que je reprendrai plus loin lorsqu'il sera question du non. Il nous reste à entendre enfin, à bas bruit, l'annonce de l'autre métamorphose, l'inéluctable, quand adviendra la nuit du triomphe de la mort, la nuit dans le tombeau. Car au-delà de la mort réelle et concrète des deux amants qui adviendra à la fin de la pièce, pouvons-nous envisager cet accès à la jouissance sans qu'elle soit traversée par l'ombre de la mort? Pouvons-nous accéder à l'intrication pulsionnelle sans intrication progressive de l'amour et de la haine, de la vie et de la mort? L'amour est au revers, la haine est au revers de l'amour, comme l'amour au revers de la haine, écrit Christian David, d'où le renversement possible et d'où la fréquence des amours qui prennent naissance à partir d'une relation de méfiance et de franche hostilité. Attribuer à l'un ou à l'autre une quelconque priorité ne paraît guère nécessaire. Nous ne vivons jamais rien de simple. Un amour qui se simplifie est un amour qui meurt. La recherche forcenée de la pureté et de l'unité ne peut conduire qu'à la mort. Les lois de la synthèse qui animent l'univers d'Eros supposent paradoxalement l'acceptation du mélange. Eros, refusant le mélange, se condamne en tant qu'Eros et se livre à la mort. Une telle acceptation, une telle intégration suppose la traversée du temps adolescent et de ce qu'il apporte de spécifique à l'organisation psychique, à savoir tout un travail de réorganisation de la psyché
à partir de l'expérience subjective centrale qui la caractérise, l'accès à l'orgasme et à la jouissance sexuelle. Aimer, c'est renaître. Se défaire afin de mieux se refaire. Il y a toujours dans l'amour quelque chose d'une seconde naissance, d'une personnalisation nouvelle, de la possibilité de vivre une certaine dépersonnalisation pour mieux se recréer, pour trouver enfin sa réalité corporelle découverte et confirmée. Il y a en effet dans l'amour adolescent une indéniable nécessité narcissique qui évoquerait ce malheureux comparable au miroir qui peuvent réfléchir mais ne peuvent pas voir, que chante Aragon. Les amants se regardent et s'idéalisent mutuellement, inévitablement. Mais ils parviennent parfois à devenir non seulement les deux miroirs jumeaux qu'évoque Baudelaire dans La mort des amants, non seulement des miroirs qui réfléchissent, mais aussi et surtout des miroirs qui voient. Dans la relation spéculaire de Roméo et Juliette, il est un miroir qui peut voir. Elle aime d'un amour qui, en se donnant, ne s'appauvrit guère, mais s'enrichit. Elle ne souhaite que ce qu'elle a. Ainsi, dans la scène que Harold Bloom considère le centre vital de la pièce tout entière, se révèle la nature profonde de cette très jeune femme de moins de 14 ans qui prononce une épiphanie de la religion de l'amour, la déclaration d'amour romantique la plus exaltée de toute la langue anglaise, selon cet auteur. Et pourtant, je ne souhaite que ce que j'ai. Ma munificence est illimitée comme la mer, mon amour aussi profond. Plus je t'en donne, plus j'en ai, car l'un et l'autre sont infinis. Voici donc le sens de l'infini à venir qu'évoque Juliette et dont nous ne saurions douter, illimité comme la mer, profond, insondable. Ô Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et refuse ton nom. Ou si tu ne veux pas, jure d'être mon amour et je ne serai plus une Capulette. C'est seulement ton nom qui est mon ennemi, tu es en toi-même quand tu ne serais plus un Montaigu. Qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni aucune autre partie du corps d'un homme. Oh, soit quelque autre nom, qu'y a-t-il dans un nom? Ce qu'on appelle une rose sous un tout autre nom sentirait aussi bon. De même, Roméo, s'il ne s'appelait pas Roméo, garderait cette chère perfection qui est la sienne, sans ce titre. Roméo, enlève ton nom, et en échange de ton nom qui n'est aucune partie de toi, prends-moi toute. Je te prends au mot, appelle-moi seulement amour, et je serai rebaptisé. Désormais, plus jamais, je ne serai Roméo. Enlève ton nom, et en échange de ton nom qui n'est aucune partie de toi, prends-moi toute. Invitation tentante qui va pourtant à l'encontre du principe de différenciation, de séparation et de distinction qui, depuis la Genèse, commence toujours par la nomination. Au-delà des tentatives d'échapper au destin lié aux deux patronymes ennemis, au-delà de la croyance dans le pouvoir d'un amour capable de donner le jamais advenu, de rendre possible l'union des contraires et de faire perdre à leur nom leur valeur de nom, au-delà, en somme, de la démesure présente dans la passion et l'illusion amoureuse, après le duel dans lequel Roméo tuera Tybalt, la dualité entre le nom Montaigu et le nom Capulette sera rétablie et la mort des deux amants s'ensuivra comme le cœur l'avait annoncé dès le prologue. Il est des réalités qui finissent toujours par s'imposer, implacables, et même l'amour, fût-il adolescent, a toujours une limite. Comme la révolte pour Albert Camus, l'amour ne triomphe ni de l'impossible, ni de l'abîme. Mais est-ce tout? Peut-être y a-t-il dans la question du nom dans lequel nous appellent les voix de notre père et de notre mère
une frontière au-delà de laquelle nous ne pouvons nous pencher sans danger. Il est des noyaux dont il vaut mieux ne pas trop s'approcher. Ils risquent de devenir silence ou gouffre. L'une des clés du dénouement tragique pourrait s'y trouver. Le nom n'est pas étranger au commencement de la passion de Roméo et Juliette, et il ne peut pas être absent de leur très pitoyable fin, au-delà de l'évidence de la guerre entre les deux maisons rivales sur laquelle on a tant glosé. Est-ce si vrai, en effet, que notre nom n'est aucune partie de nous, que même sans lui, nous serions en nous-mêmes? Qu'y a-t-il dans un nom? Pourquoi nous appelons-nous? Qui répond en moi à un tel appel lorsque je dis « je m'appelle » ? Question toute qui suppose la traversée du temps adolescent pour commencer à trouver une ébauche de réponse, même celle qui consiste à se dire qu'il y a des questions qui resteront désormais sans réponse. La vacillation de l'identité inhérente au corps à corps sexuel et à l'état amoureux au cours de l'adolescence apporte parfois des éléments indispensables à de telles tentatives de résoudre l'énigme, de révéler le secret du monde. Soit quelque autre nom, implore Juliette à Roméo. Sommes-nous donc notre nom? Et pouvons-nous en conséquence nous en déprendre sans qu'il nous emporte avec lui dans le mouvement même de la séparation? Il a beau ne pas être une partie de notre corps fragmenté ou de notre esprit divisé, nous le portons partout, toujours, dans notre immobilité et dans chacun de nos gestes, dans chaque manifestation de notre corps et de notre esprit, dans chaque amour et en tout ce qui, au plus profond de nous-mêmes, nous tourmente et nous libère et nous trompe. Marque symbolique, le nom est aussi condition de l'être. L'être lui-même est non seulement l'un de ses attributs. Le nom est l'essence même de l'être. Laissons donc à présent Roméo et Juliette dormir le doux sommeil des innocents, paix dans leur tombe, et écoutons pour terminer ce que sur le nom nous en dit Michel Schneider. Qu'est-ce qu'un nom? Au-delà des apparences et des masques qui ont scellé mon destin, au-delà des pensées et des croyances qui formeront la trace de mon être en ce monde, mon nom est le lien des liens, l'ultime borne, la dernière chose qui reste de moi. Celui qui meurt n'est bientôt plus qu'un nom. Il se replie dans son nom comme dans un manteau de mémoire et d'oubli. Il se retrouve comme il a été d'abord, enfant, porté par son nom. Car d'où tenons-nous nos certitudes est d'abord celle qu'en français nous exprimons par une formule bien étrange, si l'on y songe. Je m'appelle. Étrange, car ce sont les autres qui nous appellent. Si nous répondons, c'est à l'appel de leur voix, prononçant ces syllabes qui nous distinguent et que nous n'avons pas choisies, à la fois propres et impropres. Si nous signons, c'est en retour à leur écriture à nous adresser sous l'apostrophe ou le vocatif. Transporté par son nom, énoncé par sa mère dans la certitude d'être au monde, le sujet humain qui dans sa vie a porté son nom est dans la mort à nouveau porté par lui, dans l'espoir, c'est-à-dire la non-certitude que cela au moins ne disparaîtra pas. Le nom est le point de soi, la part de soi qui ne meurt pas. Le nom propre, élément du système symbolique, excède le sujet, l'anticipe, le représente, le dépasse. Dans la voix de la mère, par le prénom donné, et dans la transmission civile et écrite pour le nom paternel, le nom est ce que le sujet ne choisit pas, ne désire pas, ce dont il ne peut se défaire ou s'absenter, ce en quoi il croit de la croyance la plus inébranlable, ce qu'il sait du savoir le plus ancien et le plus absolu. Tout savoir n'est que dérivé par rapport à ce savoir-là. Ce que je suis
Je le sais tout comme je sais que je m'appelle un tel. L'imposteur lui-même sait quel nom il porte en vérité. Les noms propres constituent la limite du langage. Ils ne disent rien, ne communiquent, ne désignent, ne signifient rien. Ils disent le langage lui-même, réduit à sa magie absolue, à son appel vide. Ils ne disent rien, mais ils font. Ils nouent des êtres à leur destin ou à ceux d'autres êtres. Ils fascinent, détruisent, tuent, décidément et comme amoureusement. Ils accomplissent et arrachent. Ils rassemblent dans le martèlement répété de leurs syllabes. Ils sont. Ils nous guérissent de l'incurable à peu près de ce qui est. Comme s'il était possible d'atteindre la vérité qui se tient derrière la porte close des noms. Les noms adressent un sombre défi au savoir. Ouverts, ils déploient des mondes indicibles. Refermés, c'est leur mélodie qui s'échappe. Gravée, c'est une inscription qui demeure. La vie n'est que ce qui sépare notre corps mortel du nom que nous portons ou qui nous porte. Je vous remercie. Merci Alejandro pour tous ces fils que tu nous tends dans cette lecture, des fils très finement tissés. Et j'ai décidé de partir de ce questionnement. Ça va? Vous m'entendez? Oui. De ce questionnement autour du nom propre, puisque nous savons que tous les enjeux conflictuels et amoureux de Roméo et Juliette ont lieu autour de la question du nom propre, que ce soit le prénom ou bien le nom de famille. Et donc, je pars avec un titre, l'acoustique du nom propre. Et j'essaie, en poursuivant ce fil, de répondre à d'autres questions que tu soulèves. En épigraphe de son texte sur le lieu de l'expérience culturelle, Winnicott met en exergue une citation qui n'explique pas, mais commente ainsi. Dans mon adolescence, je n'avais aucune idée de ce qu'elle pouvait vouloir dire, mais elle a trouvé une place en moi, un lieu en moi, et son empreinte ne s'est pas estompée. Fin de citation. Pour tout Anglais, Roméo et Juliette, qu'on lit forcément pendant son adolescence, et avant de le lire, on en a déjà entendu parler, a la force d'un souvenir qui prend sa place en soi, y laissant son empreinte. On pourrait croire que la place qu'occupe ou prend ce souvenir est celle d'une reviviscence, d'un souvenir encore plus lointain, d'une réminiscence d'enfance, par exemple, comme celle possible et impossible qui s'attache à son prénom, telle la transmission d'un souvenir nous précédant et son appel, comme seul un rêve peut incarner et mettre en exergue les qualités enfouies dans un nom. C'est pourquoi je suis très sensible à ce que dit Alejandro au début de son texte sur le corps et plus loin sur le nom propre. Et je prendrai les deux termes ensemble pour parler du corps du nom propre. Car il me semble que Roméo et Juliette est tout d'abord un souvenir acoustique. Celui avant toute représentation de l'écoute de deux prénoms romains. La naissance ne change pas avec le temps. C'est un garçon, un corps de garçon. On va le prénommer Roméo. C'est une fille. On l'appellera Juliette. Or, le prénom précède la personne comme il la succédera, vidé de sa substance. Il vient de loin, porte et prolonge toute une histoire acoustique et ancestrale. Tant d'âmes résumées par un seul corps, dit Alejandro en citant Camus sur le corps de l'acteur.
Ce prénom de garçon sera joint à celui d'une fille. C'est un couple. C'est évident que je parle de son histoire, mais de l'histoire de nous tous, n'est-ce pas? C'est un couple, l'impassible rencontre, l'impassible renoncement, celui du nom propre, transmis, héréditaire. De quoi Roméo et Juliette sont-ils l'éponyme? Oui, le personnage prénom est un contenant, comme tu dis, non un contenu, un contenant sonore pour tout ce qui peut s'y rattacher. Aussi, l'espace d'un nom propre est-il celui du signifiant pur, du poème, de l'amour-haine, du désir? Est-il surdéterminé? J'ai lu une phrase de Derrida l'autre jour qui dit que le propre du nom propre est toujours à venir, ce qui me semble être très intéressant. Il me semble que c'est dans cet espace qu'on habite le temps de notre écoute de Roméo et Juliette et le temps de notre souvenir acoustique de cet amour-là. Le lieu de la création et de l'amour est une troisième ère de l'expérience humaine, ni à l'intérieur de l'individu, ni à l'extérieur dans le monde de la réalité partagée. Vous reconnaissez Winnicott. Mais plutôt dans l'interaction entre ces deux bordures. Interaction qui ne cesse de se renouveler. C'est là, j'insiste, que littérature et psychanalyse se rencontrent. Je vais retracer un peu Roméo et Juliette en suivant tes propos et en faisant sonner mes accords et contrepoints. Tout d'abord, pour ne pas quitter la belle et si chargée histoire de la nomination, rappelons-nous, comme tu le dis, qu'au début, Roméo, pris dans les affres d'un amour pour Rosaline qui croit son retour, est perdu, étranger à lui-même, comme si absenté d'un vrai self signifié par son prénom. I have lost myself, I am not here. This is not Romeo, he's some other where. Il est quelque part d'autre, ou quelque autre part, si on traduit littéralement. Il ne faut pas oublier que ce désespoir, cette dislocation a une adresse. Et c'est là où j'étais en désaccord avec la lecture de Yves Penfoy que tu as un peu enlevé de ton texte. Donc, n'oublions pas, mais Yves Penfoy écrit dans sa préface à la traduction de Roméo et Juliette sur le destin mélancolique de Roméo. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire du destin. N'oublions pas qu'ici, Roméo s'adresse à son bienveillant cousin, ami Benvolio, qui, et avec quelle belle autorité, lui dit « Laisse-moi te gouverner ». Je traduirais comme ça « Be ruled by me ». Alors Roméo lui dit « Je suis perdu, j'ai perdu moi-même, je ne suis pas ici, ceci n'est pas Roméo, il est quelque autre part. Laisse-moi te gouverner. » Et il le conduira au bal masqué où il rencontre Juliette. Ah, c'est bien Juliette qui rendra à Roméo son prénom, dans une restitution narcissique ô combien nécessaire. Comme le regard qui reflète ce qu'il y a là à être vu de Winnicott, elle lui donne son nom, pour ensuite, nous le savons, proposer de les lui en dévêtir. Mais il fallait bien qu'elle le lui rende pour que Roméo puisse nous dire à nous, et c'est très important qu'il le dise à nous, en l'entendant l'appeler « It is my soul that calls upon my name ». C'est mon âme, je traduis, qui a mon nom fait appel. S'entendre, s'appeler. Pour Roméo, Juliette sera toujours la face lumineuse d'une nuit qui, lui semble coller à la peau. Mais j'en fais une autre lecture que Bonnefoy. En tant que tel, Roméo est bel et bien fait de matière shakespearienne. Il est l'enfant, il est enfanté d'un créateur qui, à large mur, écrivit des sonnets éblouissants adressés à une belle dame nocturne de noir vêtue.
Dès la première adresse, Juliette sera pour Roméo le lieu d'un jeu infini d'ombre et de lumière. C'est une préfiguration du Shakespeare des sonnets. Oh, she doth teach the torches to burn bright, it seems she hangs upon the cheek of night. Qu'elle apprend aux torches à briller brillamment. Et c'est comme si elle pendait comme une boucle d'oreille sur la joue de la nuit. Elle est ainsi le lieu même d'une rencontre qui a lieu une nuit de bal masqué, éclairée par la lumière de torches. Elle incarne ce lieu comme ce lieu l'incarne. Roméo nous le dit, elle pend comme une boucle d'oreille, comme sur la joue de la nuit. C'est à l'aube de la première rencontre qui aura lieu dans la douloureuse et lucide reconnaissance de leur incompatibilité nominale qu'on entendra Roméo dire le nom de Juliette pour la première fois. Elle sera le soleil levant, centre rayonnant de toute lumière. But soft, what light through yonder window breaks? Mais silence, et je change la traduction, quel jour se lève là-bas à la fenêtre? C'est ça la traduction, hein? C'est pas quelle lumière éclate. Quel jour se lève là-bas à la fenêtre? C'est l'Orient et Juliette est le soleil. Or, il faut le reconnaître, dès la rencontre avec Juliette, le langage de Roméo change sensiblement. Il quitte le maniérisme pétrarchiste et commence à parler une autre langue, plus simple, plus plastique, plus illuminée. Il se sent exister. Il y a la scène de leur première face-à-face, précédant la connaissance de l'interdit symbolique qui leur pèse, où ils se retrouvent devant le corps de l'autre, face au désir infantile de toucher et à la défense adulte de ce désir de toucher. Dans l'inconscient, tout amour est amour interdit, n'est-ce pas? C'est avant qu'ils ne sachent que leur amour est interdit. Et c'est là un peu un lieu d'identification qu'on peut avoir à ce texte. C'est une rencontre sacrée. Tu cites toi-même cette scène si extraordinaire de pudeur et d'audace, de retenue et de fougue, où les gestes transgressifs, car l'amour n'est-il pas toujours transgressif, se découpent sur le fond de paroles à la fois confiantes et timides. If I do profane with my unworthiest hand this holy shrine, the gentle pain is this. Je crois qu'il y a un petit problème avec la traduction en français qui rend trop religieux le vocabulaire de l'original, puisque ce n'est pas un saint reliquaire, c'est un autel sacré, et ce n'est pas le doux péché, mais la douce douleur, hein? Gentle pain. Et j'en ai trouvé d'autres exemples. Oui, c'est un tendre baiser, c'est pas un pieux baiser. Voilà. Donc, le texte français rend un peu trop religieux. Il y a le sacré, mais c'est pas forcément si. Il n'y a pas forcément une connotation si religieuse en anglais. C'est plutôt un jeu entre l'interdit et le possible. Tu nous parles d'un éblouissement, d'une mystique et une dévotion amoureuse dans ce sonnet de douce douleur, je vais dire, où les amants pèlerins rapprochent leurs mains en un tendre baiser, je vais dire, qui imite les lèvres. Tout le passage ici entre les gestes de la main et le mouvement de la bouche, gestes de la main qui prédessinent ceux de la bouche, tout comme la parole comme geste peut dessiner les mouvements du corps, me rappelle ton rappel, qui est un peu caché dans ton texte, surtout oralement, ton rappel ultérieur de Cortázar, que tu as un peu déguisé en Shakespeare, mais il est bien là, présent, et qui résonne ici, dans ton texte, comme un souvenir transtextuel et acoustique du colloque précédent sur l'amour, n'est-ce pas? Où Alejandro nous a parlé de Cortázar. Donc Cortázar, c'est l'arrière-texte de Shakespeare, ici.
Alors, je vais citer ta citation un peu déguisée en Shakespeare de Cortázar. Cette cérémonie du plaisir ultime, avant et après lequel le monde éclate en morceaux quand il faut le nommer de nouveau. Doigt par doigt, lèvre par lèvre, ombre par ombre. Et tout ça, c'est Cortázar. Voilà. Alors, cet extrait est lui-même un rappel dans Cortázar, dans ton texte et dans Cortázar, d'un passage précédent que je vais te demander de nous lire en espagnol. Bon, c'est le chapitre 7 de Marel, de Rayuela. Je lis en espagnol. Oui. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, j'ai un peu traduit, tu me diras si ça va. Je touche ta bouche avec un doigt. Je touche le bord de ta bouche. Je la dessine comme si elle sortait de ma main. Comme si, pour la première fois, ta bouche s'entr'ouvrait. Et il me suffit de fermer les yeux pour tout défaire et recommencer. À chaque fois, je fais naître la bouche que je désire, la bouche élue de ma main. Fin de citation. C'est l'idée de nommer de nouveau, de faire naître un visage de sa main comme on fait naître des mots de sa bouche, qui ici me semble renouvelée avec cette qualité de la première fois, qualité absolue, propre à la jeunesse de Roméo et Juliette, et que Cortázar décompose si merveilleusement à ses éléments amoureux les plus essentiels. Il me semble que un autre lieu de notre identification à Roméo et Juliette est là, dans cette qualité de la toute première fois qu'on retrouve dans l'amour, n'est-ce pas? Tout ce qui est physique est investi de la qualité de la toute première fois, dit Winnicott en parlant de l'ère d'illusion. Dans la troisième ère intermédiaire, ère d'illusion, où a lieu l'amour comme la création, tout objet est objet trouvé créé. Or, dans cet érotisme du nouveau, il y a une violence nécessaire. C'est violent et amoureux, renommé, nommé de nouveau, car il s'agit de faire éclater le monde en morceaux, de détruire la langue du même pour renaître dans une autre langue, comme parler une langue étrangère. Donc, ton titre, Call me but love and I'll be new baptized. Appelle-moi seulement amour et je serai rebaptisé. Et quand on s'appelle Capulet ou Montagu, cela devient tragique, car la perte identitaire propre à l'amour est ici doublée des violences symboliques. La crisis est bien celle de l'éros, quand la reviviscence et sortie simultanée de l'enfance ont lieu face aux attitudes passionnelles violentes de l'adulte. Il n'y a plus de tendresse sans passion au monde des rivalités symboliques. Le prologue nous le disait, enterrent par leur mort la haine de leurs parents. Et le langage du Capulet père devant la défiance de sa fille, Juliette, trahit toute cette violence intergénérationnelle du sexuel. Et dans tout le jeu que tu tisses entre le mort du couple et le petit mort, leur orgasme sexuel. Pour les parents, ils sont morts parce qu'on peut penser que peut-être qu'ils ne sont pas morts, qu'ils sont seulement morts pour le parent. Aussi revient-il à d'autres adultes dans cette pièce d'assumer les fonctions pathiques identificatoires que ne peuvent pas assumer les parents. La nourrice a une dimension charnelle et charnière
Oui, elle a une dimension charnelle et charnière à laquelle je reviendrai pour tout ce qui concerne la sexualité naissante de Juliette, n'est-ce pas? Et le frère Laurent, c'est lui qui prend la mesure de la dimension tragique. Ce sont des figures pathiques ou empathiques plutôt, mais qui n'occupent pas la même verticalité que les figures parentales. Donc, en tant que telles, ce sont des figures absolument fondamentales. Alors, pour reprendre un peu la question du destin mélancolique de Roméo, oui, tel que vous l'a présenté Bonnefoy, que maintenant tu as enlevé ton texte. Alors, je me disais qu'il me semble que la lecture de Bonnefoy relevait d'un contresens, puisqu'il accusait Roméo d'être pris dans l'univers shakespearien. Non, moi je dis que Roméo est pris dans l'univers shakespearien de l'amour, et Bonnefoy l'accuse de parier sur le rêve, de jouer sur l'apparence et de s'engager entre réalité et mirage. Moi, je dis que c'est un contresens absolu d'accuser un personnage shakespearien, Shakespeare qui nous a dit que nous ne sommes faites que l'étoffe du rêve, de parier sur le rêve. Et encore, on se demande comment Bonnefoy ait pu ignorer la tessiture infiniment plus complexe du langage qui traduisait pour nous introduire dans une binarité moralisante. Et quand tu dis Roméo chercherait intarissablement un objet capable de contrer cette affreuse échéance d'une mort prématurée où il ne cesse de mourir, je te dis oui. Au début de la pièce, Roméo souffre de perte identitaire, il ne se sent plus exister, c'est critique. Mais ne faisons pas un destin de cette crise. Roméo est un jeune homme qui va dans le sens de ses identifications masculines, comme il se doit. Il écoute Benvolio, son ami, cousin, mentor, soit gouverné par moi, et contre le fond de ces drames passionnels adultes, je précise, qui opposent son nom à celui de Juliette et qui ne saurait pas, à son jeune âge, surmonter ou réconcilier, tout seul, il est pris dans un réseau d'identification passionnelle, celle masculine de l'intensité du lien à Mercutio, qui est bien son double. La dimension sexuelle virile est portée par Mercutio, tu nous dis. Oui, il le complète. Alors, il est pris dans ce réseau d'identification passionnelle entre Mercutio d'un côté et l'objet de son amour et de désir, une identification féminine à Juliette. Les identifications masculines de Roméo sont fondamentales et le drame humain qui s'ensuit en découle. Il ne peut pas ne pas venger la mort de son double fraternel ou cousin aîné. Toute son identité phallique en dépend. Et il fait ce geste contre la maison Capulet en toute lucidité, sans renoncer à son amour pour Juliette. Telle est son épos tragique. Alors moi, je ne vois pas de spirale mélancolique là. Telle est son épos tragique et le geste qui précipite l'insupportable malheur du bannissement. Et Juliette elle-même, tout aussi lucide, lorsqu'elle le voit mort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se poignarde de ce même poignard avec lequel, en vengeant Mercutio, il a tué Tybalt, son cousin, à elle. Ni ensemble, ni séparément, ils ne doutent pas, ils ne transigent pas, il n'y a pas de rétrécissement moral chez eux, comme chez les adultes. Leur adolescence est de celle qui étendent la sphère de notre entendement. Juliette. D'abord, l'identité sexuelle de Juliette est incarnée. Il appartient au génie de Shakespeare de la doubler d'une histoire charnelle assurée par la présence maternelle et surtout le langage, la mémoire corporelle de la nourrice. Celle-ci, la nourrice de la préhistoire, comme disait Freud, témoigne de son passé infantile corporel et lui donne cette corporéité qui est une composante essentielle de son sexualité naissante. Tandis que la mère absente, quel ennui jouer la mère de Juliette dans cette pièce, n'est-ce pas? Tandis que la mère absente et désincarnée a un rôle purement symbolique. Dès l'ironie tragique de l'enquête amoureuse, lorsqu'elle demande à la nourrice d'aller
s'inquiéter du nom de Roméo, et où elle lui dit s'il est marié, mon lit de noces sera mon tombeau. Dès cette enquête amoureuse qui la frappera d'un sort bien pire que l'adultère, car depuis l'âge chevaleresque, l'Occident était habitué à l'idée de l'amour en dehors du mariage. Dès cette enquête, Juliette est le lieu d'une intelligence érotique comme native. Comme tu as déjà cité, elle nous dit « Mon seul amour », elle parle à sa nourrice, « naît ou surgit de ma seule haine ». Alors la traduction française dit « Monstrueuse est pour moi la naissance de l'amour ». C'est pas monstrueux, c'est prodigieux. Et c'est pas la même lecture. Ce qui est prodigieux, c'est que son seul amour soit né de sa seule haine, n'est-ce pas? Donc il faut dire prodigieux et non pas monstrueux. C'est trop long? 2 minutes. Oui, comme tu nous dis, elle posera l'amour et la haine en tant qu'affect indissociable. Tel que le langage de Shakespeare l'imagine, Juliette est comme le secret lumineux d'une rencontre voilée au grand jour, le propre du sexuel. Car la nuit, c'est l'éros en personne, sa part obscure, énigmatique. Et Roméo entrera en elle, comme elle le dit, comme le jour dans la nuit. Je coupe la citation, tu nous as déjà cité. C'est une image qui renverse celle où c'est elle qui le rêvait à lui-même comme le soleil levant. Il y a une très belle coalescence d'éléments cosmiques dans le langage de la rencontre sexuelle, qui est non seulement le soutien de toute une dimension érotique où les contrariétés s'harmonisent et fondent, mais aussi un écho de cette découverte de l'au-delà dont témoignent les grands navigateurs de l'ère élisabéthaine et qui amplifie la potentialité orgasmique dont tu nous as parlé, d'après Roussillon, qui est indissociable de la jouissance poético-imaginative des vers shakespeariens. Elle rendra la face de la nuit si belle que le monde entier sera amoureux de nuit. Alors, je coupe. À tout amour, sa dimension nocturne. Ça sera une extension de ses capacités de découverte, ombre et voilure protectrice du secret précaire. La nuit décompose les liens du jour, comme la crisis du rêve les met en morceaux, et le non fragmenté se diffuse dans le corps. Prends-le et découpe-le en petites étoiles, et le monde entier cessera de rendre hommage, c'est pas au soleil éblouissant, c'est au soleil voyant, vulgaire, criard, garish. Donc ça, c'est un appel pour le côté voilé de la nuit, le secret. Et c'est sans doute là ma réponse à l'insistante question que nous pose Alejandro, la négativité nécessaire de l'éros, la part d'ombre de l'amour voilé au grand jour. Cette question que nous pose Alejandro et que nous posait Platon dans le discours de Cratyle, chaque chose aura-t-elle autant de noms que chacune lui en donnera? Celle du nom, ma réponse, c'est qu'il y a aussi une nuit du nom, une déposition nocturne, le jeu d'ombre et de lumière présent dans chaque mot de la rencontre entre Roméo et Juliette est réminiscent de l'innommable déssonné. Car je t'ai juré clair comme le jour qui est aussi noir que l'enfer et obscur que la nuit. C'est un vers de Sonnet. Tout amour est adolescent, car Roméo et Juliette, c'est Shakespeare, l'énigmatique du nom propre par excellence. Shakespeare dont on ne sait si peu, si ce n'est que par l'œuvre, et toute cette acoustique du paradoxe humain, rêve accordé au langage. Arrête. C'était mieux l'amitié entre hommes, tu vois. Dès que tu mets une femme et un homme sur une table, surtout sur l'amour, il n'y a pas d'amour sans dispute. C'est à toi. Oh, dispute. La réponse d'Alejandro, dispute, c'est sympa. Hein, une petite dispute amoureuse, et puis après la salle, si elle veut disputer.
Oh, merci beaucoup, Marie. C'était merveilleux. Dès que j'ai connu ton texte, il y a plein de choses que j'ai pu voir plus... Que tu as inspiré. Plus clairement, oui. Ouais. C'est l'aller-retour. Il débute une belle amitié. Bon, moi, j'insisterai. Bon, il y a tellement de choses. Disons, dès le titre même de parler de l'acoustique du nom propre. Je crois beaucoup, et j'ai voulu souligner au cours du texte ce que tu as si bien formulé en évoquant les mots de Derrida, de comment le nom ou le propre du nom propre est toujours à venir. Moi je pense qu'il y a quelque chose là d'une construction, et je pense que l'adolescence est un moment charnière pour cela. Il me semble que c'est quelque chose de... C'est une clé. Mais que c'est un moment charnière si l'on pense aussi sous l'angle de, non pas en tant que processus solitaire, mais en tant que processus dans le cadre d'une relation amoureuse, de la découverte de l'autre. Et je pense que de ce point de vue, Roméo et Juliette, il me semble, reste une pièce emblématique. Pourquoi Cortázar comme arrière-fond, disons, dans le texte? Parce que je trouve qu'il y a plein de points de rencontre. Quand Cortázar a écrit le livre, il disait, lors d'un entretien qu'il avait écrit pour des gens de son âge, à savoir des gens dans la quarantaine, et que sa grande surprise avait été que les gens de la quarantaine n'aimaient pas son livre, mais les adolescents l'adoraient. Et Marel, c'est un livre qui marque l'adolescence, disons, au moins des gens en Amérique latine. Mais je crois qu'il y a quelque chose dont Maurice a parlé dans son exposé osé, qui est en liaison avec tout cela. C'est, en fait, je trouve que Marel, c'est plein de choses, mais c'est particulièrement un roman qui arrive à parler de l'adolescence avec des mots d'adulte, dans plein de choses. Mais non comme on rencontre souvent des gens qui disent qu'ils voudraient être adolescents à nouveau, mais sans le doute, par exemple, ou sans les hésitations, c'est-à-dire qu'ils voudraient être des adolescents sans être adolescents, me semble-t-il. Alors que dans Marel, je crois que il y a des mots pour dire ce que les adolescents ne peuvent pas dire. Et c'est pour cela, tout particulièrement, disons, dans le domaine de la rencontre amoureuse, je trouve qu'il y a des ponts et des passages possibles. Bon, oui, juste pour te reprendre là, par rapport à ce que disait Maurice aussi, moi, ça m'a fait penser ce que Maurice disait de Rimbaud, de ce qu'on disait entre nous dans le Cortázar. Je n'ai pas lu tout le roman, donc je devine un peu, mais que dans l'amour, il y a ce retour de l'oubli. Mm-hmm. Et ce retour de l'oubli, c'est très chargé. C'est à la fois fatal et nécessaire. Et je crois qu'il parle là de ce que tu appelais une indivision, non? Tout à fait. Il exprime avec des mots très forts. Cortázar, il parle de la nostalgie du royaume. Non? On n'a jamais su ce que voulait dire précisément par nostalgie du royaume, mais il parle toujours de quelque chose de très profond, de très premier. Et comme autre point sur lequel je voudrais revenir parmi toute la richesse de ce que tu as exprimé, c'est... Un peu plus près du micro, Alejandro, s'il te plaît. Oui, on entend mal. Approchez-vous, mesdames. Approchez-vous. En amour, il faut s'approcher. Allez, oui, non, mais c'est le thème qui veut ça. Un peu plus fort. Bon, excusez-moi, je me suis pas rendu compte. Ah. Mais il suffit de le dire. Moi, je parle plus près. On n'a pas besoin d'en faire des histoires, disons. Moi, je pense, l'autre partie que je trouve tout à fait essentielle dans ce que tu disais, c'est les difficultés aussi de traduction de langage. Et en fait, vous l'avez vu avec les exemples que tu as donnés, il y a de contresens même qui apparaissent dans les traductions. C'est pas seulement que ça s'appauvrit obligatoirement et que ça gagne ailleurs, mais que de temps en temps il y a des contresens ou que l'on met l'accent sur une dimension qui n'était pas là
dans le texte original. Et je trouve que le parallèle que tu as fait aussi avec l'adolescence comme une recherche de quelque chose, d'un langage nouveau, et particulièrement dans le cadre de la rencontre. Je vous ai associé peut-être avec cet après-midi. Alors je ne sais pas si je vais être l'homme qui fait les bonnes transitions, mais ça m'intriguait un peu vos propos sur le souvenir acoustique. Et moi j'avais des souvenirs visuels d'un tableau de Balthus. C'est pour ça que je parlais de cet après-midi. Et qui est le passage du commerce Saint-André. Et qui est, je crois, un des tableaux quand même assez symbolique. Et si on regarde bien ce tableau, il y a sur le mur de la rue de Bussy, je crois, il y a une clé. Alors vous avez dit l'adolescence est une clé. Et alors cette clé, c'était pour signifier l'existence de l'ébéniste classiniste qui a construit la guillotine. Et quand on regarde aussi bien le tableau de Balthus, il y a Balthus d'ailleurs dans le tableau de dos qui a une baguette à la main, il y a une cloche fêlée. Bon, c'est pour ça que c'était le souvenir acoustique qui devenait visuel, parce que c'est l'ébéniste classiniste habitait juste à côté du bourreau de Paris. Donc le système de la guillotine était bien réglé. Et justement, le souvenir acoustique du nom propre, c'était la cloche fêlée, parce que le bourreau de Paris s'appelait Samson. Voilà. Très bien. Donc je trouvais que c'était intéressant l'acoustique du nom propre, justement que ça peut être Samson. Le premier événement de la puberté, de l'adolescence, c'est la mue de la voix. Et Victor Hugo, je ne parle que de moi. Je ne peux pas parler d'expériences que je ne connais pas. Et donc Victor Hugo dit en substance, pour introduire la mélancolie dans l'acoustique mélancolie, à 20 ans, des peines profondes me firent renoncer au chant car le son de ma voix me faisait pleurer. Je crois que c'est ça qui se passe à l'adolescence. Et c'est pour ça que la nostalgie du royaume, du paradis perdu, est une nostalgie sans fin, parce qu'on ne pourra plus y revenir, puisqu'on n'a plus le même corps, la même voix, etc., etc. Alors, une femme, pour nous raconter... Je ferai juste... Je vous en prie. Pour répondre à ma voisine, que peut-être que quand on se tient sur la différence, on peut tenir la voix du sang. La voix du sang. La voix du sang. La voix du sang, absolument. Le premier événement, pour une fille, c'est le premier événement, le sang. Oui, j'ai vu. C'est la voix au lieu, oui. Oui. Bien, encore une dispute amoureuse. Moi, je crois, par rapport à ce qui a été dit avec mon ami René Roussillon, on a une petite divergence que j'aime bien ramener à chaque fois. En effet, l'expérience orgasmique, on ne peut pas ne pas penser qu'elle n'est pas organisatrice de ce qui se joue à l'adolescence. Mais bon, ma tendance à essayer de maintenir en équilibre ce qui advient et ce qui est en train de disparaître me fait penser aussi, et c'est d'autant plus vrai chez Roméo et Juliette, et je le vois dans ma clinique adolescente, que la possibilité d'avoir une relation amoureuse, corporelle, charnelle, avec une expérience orgastique, avec quelqu'un d'étranger à sa famille, et a fortiori si cet étranger est l'ennemi préféré de la famille, est la première grande étape de la séparation, de la vraie séparation d'avec cette famille, c'est-à-dire de la séparation avec les fantaisies incestueuses dans lesquelles on était. Et c'est ça qui fait la différence et la mort et l'insupportable d'un certain nombre de familles d'accepter que l'autre aille avec l'étranger, l'autre absolu, parce qu'en effet, expérimenter l'orgasme avec quelqu'un d'autre que dans l'inceste, c'est la vraie séparation. C'est ce que les anorexiques n'arrivent pas à faire, entre autres. Et qu'est-ce qu'il dit, le père de Juliette, à la fin de la pièce? Il dit que c'est la mort qui l'a défloré. Bien sûr, c'est la mort qui l'a défloré, oui.
demandais si Un petit micro. avant Lévi-Strauss, d'une certaine manière, et avec la perception de poétique géniale, je veux dire, de Shakespeare, celui-ci n'introduisait pas le fait qu'à partir du moment où on est dans le nominal, dans le symbolique, l'amour, enfin le lien très fort à l'autre est forcément versé dans le potentiel incestuel et hépatique, dans le passionnel, quoi. Le tragique de l'humanité, totem et tabou. Ce que ne connaissent pas les animaux, même s'il y a une inhibition d'inceste chez les animaux, comme je me dis, c'est quand même ce lien. Enfin, quand tu abordes la question de Roméo et Juliette, moi, je n'avais pas perçu à ce point-là que c'est effectivement la question du nom et donc du symbolique qui rend l'amour impossible. Et donc dans le pathique. Mais Lévi-Strauss dit ça aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a du symbolique, le symbolique est là pour empêcher, je veux dire, l'inceste. Donc je veux dire, Shakespeare dit la même chose, mais autrement, 5 siècles avant. Oui, Philippe? Oui, je reviens sur un thème un peu semblable, mais un peu différent. Je pense à Mishima, qui a beaucoup étudié le pubertaire dans son autobiographie d'adolescence. Et à la fin de sa vie seulement, pas dans le livre sur son autobiographie, mais à la fin de sa vie seulement, il déplorait que les mots s'organisent dans l'enfance, que les mots sont donnés à l'être humain de telle sorte que celui-ci ne peut pas exprimer ce qu'il ressent à la puberté. Il ne dit pas le mot à la puberté, mais ce qu'il ressent comme une expérience nouvelle au moment de la puberté. C'est cette anticipation des mots, on pense bien entendu anticipation de l'infantile, c'est cette anticipation des mots qui les rend inadéquates et définitivement inadéquates. Et il ajoute que c'est à partir de cette inadéquation que toute sa vie, il a eu envie d'écrire. Voilà, on risque de Justement, d'user du mot inadéquat. On peut même ajouter, d'ailleurs, puisque tu parlais de Rimbaud employant des mots anglais, la Moser, etc., que nombre d'écrivains, je pense à Green et autres, Nabokov, du coup, c'est précisément à l'adolescence que la possibilité de dire autre chose que ce que les mots d'enfance pouvaient donner ouvre la perspective d'utiliser une autre langue. Sûr. Ouais. Un spectre plus large. Oui, madame. Un micro, s'il vous plaît, comme ça vous êtes enregistré. Merci, bonjour. À propos de cette inadéquation justement des mots et à propos de parler avec des mots d'adultes, d'adolescence, simple remarque clinique, très terre à terre, peu d'adolescents se retrouvent dans Roméo et Juliette et quand ils ont à l'étudier en tant qu'œuvre littéraire en première L par exemple, ils s'ennuient mortellement et puis ils s'y retrouvent pas du tout même au niveau des affects. Ils disent mais qu'est-ce qu'elle est bête cette Juliette, enfin. Alors évidemment avec toutes les références sociologiques actuelles, mais c'est vrai que c'était pour rebondir un petit peu sur l'idée que vous venez de développer. Cette inadéquation, effectivement, entre les mots d'adultes employés par Shakespeare, peut-être l'époque aussi en décalage, et puis les adolescents d'aujourd'hui. Alors que ce sont des thèmes intemporels, quand même. Mais ils ont une mauvaise traduction, alors. En plus, c'est ça, c'est une question de langage. Oui. Encore une intervention avant d'aller déjeuner. Bien, donc l'amphithéâtre sera fermé dans l'intervalle. Nous nous retrouverons à 14h avec Balthus et Michael Jackson.